Alors je vous propose de faire une étude de fonction complète, enfin plus ou moins complète avec les outils qu'on a. C'est-à-dire qu'on va essayer de déterminer quelques caractéristiques de cette fonction. Alors j'ai choisi une fonction de degré 4 qui va poser quelques soucis, mais on va voir comment les contourner avec ce qu'on a appris. Donc c'est la fonction qui à x associe 9x4 moins 64x3 plus 138x2 moins 72x plus 11. Donc on va pas prendre trop peur, j'ai choisi quelque chose qui se réduit à quelque chose de relativement simple à la fin. Et donc la première chose à faire, si on le peut en tout cas, c'est de regarder une représentation graphique. Alors j'ai commencé à le faire pour vous, et puis vous remarquerez que j'ai choisi une échelle intéressante puisque c'est une fonction qui croît très vite sur un intervalle très petit entre 0 et 4. Vous voyez qu'on arrive déjà à 140 ici. Donc elle a des grandes variations pour une représentation classique de votre calculatrice entre moins 10 et 10. Vous allez devoir jouer avec la fenêtre déjà pour l'afficher convenablement. Et ici j'ai choisi un affichage dans lequel on voit un peu son aspect global. Elle semble décroissante, croissante, décroissante, croissante, donc avec certains changements de variation. On anticipe déjà la suite avec la question suivante. Je proposais de regarder déjà des points particuliers éventuels par lecture graphique, donc simplement regarder son aspect. Déjà on suppose qu'elle a cet aspect là, décroissant, croissant, décroissant, croissant. Elle aurait un minimum qui est pas loin de 0 et qui nous intéressera à la fin. Est-ce qu'on est au-dessus ou en dessous de 0 justement? Là il y a un phénomène d'échelle entre 0 et 20 ici sur cette graduation qui nous empêche de le voir précisément. Peut-être que 1, 2, 3 au-dessus de 0 ou 1, 2, 3 en dessous, on ne sait pas trop encore, on verra. On va garder ça pour la partie calcul et on viendra zoomer tout à l'heure. Et puis ici, maximum local, minimum local. Par contre, celui-ci pourrait être un minimum global, donc il aura un rôle intéressant et surtout son signe du coup va nous intéresser. Donc ça on va essayer de le déterminer à la fin. Donc voilà, on l'a représenté graphiquement. Ça on n'a pas toujours l'occasion de le faire, c'est pas toujours nécessaire d'ailleurs. Avec l'expérience, vous irez tout de suite vers le calcul de la dérivée. Mais ces deux premiers points peuvent être intéressants pour la cohérence de ce qu'on va faire. C'est-à-dire que si on se trompe dans la dérivée et la suite, peut-être qu'avec ce qu'on aura vu dans la représentation et puis les points qu'on aura repérés, peut-être qu'on verra nos erreurs si on en fait. Voilà. Par exemple ici on a 3 extrémums a priori, peut-être plus, peut-être qu'il y a des petites variations cachées. Bon, j'ai pas fait ce choix là, mais on peut créer des fonctions avec des variations très fines autour d'un point qui donnent l'impression d'avoir un extrémum, alors qu'en fait au niveau de cet extrémum là, il pourrait y avoir un double extrémum, une double petite variation très fine qui serait cachée dans le fait qu'on est à des grandes échelles ici sur l'axe des ordonnées par exemple. Alors on va aller vers le calcul de la dérivée. Je vais le faire ici. Alors vous regardez la fenêtre de droite, je vais essayer de réduire là. Voilà. Comme ça vous aurez un aperçu plus grand, puis j'ai préparé le tableau de signes déjà. Je sais que je vais de moins l'infini à plus l'infini, puisque c'est un polynôme, il n'y a pas de valeur interdite. Tout ce qui me manque par contre c'est les valeurs importantes à mettre qui correspondent en fait aux racines de la dérivée. Alors on y va pour la dérivée, c'est une fonction polynomiale qui est la somme de monômes de degré 4, 3, 2, 1 et 0. Donc je vais faire la somme des dérivées. Chacun de ces monômes a un coefficient. Donc 9x4 par exemple c'est 9 fois la fonction x4. Donc je vais utiliser le fait que la dérivée d'un produit c'est le produit des dérivées. Et en particulier ici c'est le produit avec une constante. Donc la dérivée de constante étant nulle, c'est tout simplement que 9x4, une fois que je vais le dériver, je vais trouver 9 fois la dérivée de x4, moins 64 fois la dérivée de x3, etc. Donc il suffit de dériver les monômes. Donc les polynômes sont vraiment intéressants à dériver parce qu'il n'y a pas de u'v, v', des choses compliquées. C'est juste 9 fois la dérivée de, moins 64 fois la dérivée de. Alors on y va. Je vais mettre ça où? Ici. Ainsi, f' de x égale. Alors, il va falloir que je saute une ligne. Voilà. Donc la dérivée, ça va être 9 fois la dérivée de x4. Alors vous rappelez les propriétés, en particulier de x puissance n. On abaisse l'exposant, on l'abaisse en coefficient. Donc le x4 devient 4. Et la puissance perd 1 degré. Donc ça fait 4x3.
Donc ça fait 9 fois 4x3 pour le premier. C'est un peu long à charger mon truc. Voilà. Moins 64 fois 3x2. Plus 138 fois 2x. Moins 72, on va l'écrire malgré tout. X puissance 0, c'est en fait 1. Plus 11 fois, enfin plus 0 quoi. La dérivée de 11, qui est une constante, c'est 0. Donc on obtient ce premier aspect de dérivée, qu'on peut écrire plus simplement. Donc 9 fois 4, 36x3. Moi je vais l'écrire à la ligne. Ce sera plus propre. Soit... Donc f' de x égale, en résumé, 9 fois 4, 36x3. Moins, alors 64 fois 3, 3 fois 4, 12, je retiens 1, 18, 192 x2. Je vérifie que je dise pas de bêtises, oui c'est ça. 138 ça fait 276 x, faut pas en avoir peur. Moins 72. Donc voici la dérivée de f. Alors, vérifions que j'ai obtenu la même chose de ce côté. 36x3 moins 192x2. On est d'accord. Ok, pas d'erreur à ce niveau-là. Voilà ma dérivée, et donc j'aimerais étudier son signe. Le problème, c'est qu'étudier le signe de ça, c'est de degré 3. Par exemple, nous, on sait que si c'était de degré 2, ça aurait un aspect parabolique tourné vers le haut ou tourné vers le bas, avec donc plus, moins, plus, ou moins, plus, moins, selon les racines, etc. Enfin, on a appris à repérer cette forme, mais x3, non. Par contre, on connaît le signe d'un produit, on sait étudier le signe d'un produit, par exemple le produit de 2 négatifs et positifs, ce genre de choses. Donc si on arrivait à factoriser ça, ce serait très bien. Alors, on ne sait pas le factoriser de manière systématique en STI 2D, parce que cette vidéo va intéresser normalement les deux niveaux, STI 2D et 1G. Les premières G ont appris à le faire avec un degré 2, avec le calcul du discriminant, donc trouver les racines avec un discriminant, mais là c'est degré 3. Bon, on n'est pas coincé pour autant, on va retourner ici et je vous propose d'afficher la dérivée. Alors on l'affiche ou pas, l'afficher c'est quand même plus intéressant parce qu'on va pouvoir repérer des choses. Sinon je vous expliquerai comment repérer ces choses, mais quand j'affiche, déjà je vois qu'il y a 3 racines qui correspondent en fait aux 3 extrémums, ça c'est logique. Ce qui est intéressant, c'est ces deux racines là, 2 et 3, a priori. C'est-à-dire que le graphique nous donne l'intuition, enfin nous aide vraiment, nous prend par la main pour nous guider vers des valeurs particulières. Si j'ai pas l'affichage graphique de ça, il faut que j'essaye quelques valeurs particulières. Alors ce qu'on entend par valeurs particulières, c'est des entiers relatifs autour de l'origine. 0, 1, 2, 3, moins 1, moins 2, moins 3. Il ne faut pas s'acharner, mais surtout si j'ai pas d'aspect graphique sous les yeux. Si j'ai le graphique, je suis directement pointé, ici je suis directement attiré par 2 et 3 là. Et je vais tester tout de suite pour voir ce que ça donne. Si je l'ai pas, j'essaye autour de 0 et puis je m'acharne pas. Si vraiment je trouve rien autour de 0 à plus ou moins 1 ou 2 près, je passe à autre chose. On ne considère pas que c'est des racines évidentes. Mais disons que 0, 1, 2, quand même c'est relativement facile à faire. En plus de... Là on va le faire à la main pour 2. 3 c'est un peu plus compliqué à la puissance 4, ça fait 81, mais on va regarder quand même au moins 2. Alors on y va pour 2. C'est parti. Donc on repère éventuellement x égale 2 comme racine. On y va pour les calculs. On vérifie, effectivement. Non, je sais que ça va donner 0, donc je l'écris sous cette forme, mais normalement c'est plutôt du domaine de la supposition au départ. On y va pour f de 2. Alors qu'est-ce que c'est que f de 2 ? C'est-à-dire que je vais prendre la définition de la fonction f et je vais envoyer 2 comme antécédent. Donc ça fait 9 fois 2 à la puissance 4 moins 64 fois 2 à la puissance 3 plus 138 fois 2 à la puissance 2 moins 72 fois 2 plus 11.
paraître un peu beaucoup, mais bon. On peut remarquer par exemple que 64 c'est une puissance de 2. 2 fois 2, 4, 8, fois 2 encore 8, 16, 32, 64, donc c'est 2 puissance 6. Ce qui fait qu'ici j'ai en fait 2 puissance 9. Là. Non, je dis des bêtises. 2, 4, 8, 16, 32, 64. C'est puissance 7, pardon. Donc là, j'ai avec 2 puissance 3 un puissance 10 qui va faire 1024 là. Non, je dis vraiment n'importe quoi. Bref, peu importe. 2 puissance 3, ça va me faire monter à 128, à 512. Bon, ça c'est 512. Peu importe. Je vais faire du propre par contre. Voilà. Et on va mettre propre, on va même aligner tout ça proprement. Ça changera pas grand chose pour vous, mais je vais pouvoir aller à la ligne proprement ici. Alors allons à la ligne et terminons ce calcul. Alors 2 puissance 4, 2 fois 2, 4, 8, 16. Donc 9 fois 16. 2 puissance 3 c'est 8. 164 fois 8. Plus 138 fois 4. Moins 72 fois 2, on peut peut-être le calculer déjà. 144. Plus 11. Il nous reste à calculer, simplifier. 9 fois 16, 6 fois 9, 54, donc 144, ça alors. Je vérifie que je ne dise pas de bêtises, bien sûr. 144, bien sûr, c'est ça. Moins, alors 64 fois 8, ben c'est x2 fois 2 fois 2, 128, 256, 512. 138 fois 4, ben x2 fois 2, ça fait 276, 532. Je vérifierai après, hein. Moins 144 plus 11. Évidemment, le 144 se simplifie. 532 moins 512, ça fait 20 plus 11, 31. Et puis j'ai envie d'être sûr, donc je vais aller voir ici f de 2. f de 2, 51. Bon, alors où est-ce que j'ai fait mon erreur? Peut-être dans 532. 276, oui, 552. C'est ça. 552. Ce qui donne 40 et 11, 51. Ok, donc j'ai f de 2 qui vaut 51. Oui, alors voilà. Je ne suis pas en train de vérifier que 2 est racine, je suis en train juste de calculer f de 2. Ça servira pour tout à l'heure, c'est pas grave. Je le mets de côté. Ça va être passionnant, je sens, si je fais des erreurs comme ça à chaque fois. F' de 2. On y va pour f' de 2. Disons que f de 2 nous servira, on le mettra dans le tableau. Je ne vais pas revenir en arrière exprès, c'est pas très grave. On aura besoin de calculer ça tout à l'heure, c'est notre extrémum local. Celui-ci là. Donc on le mettra dans le tableau, c'est pas perdu. F' de 2, ça va être un peu plus simple, puisque c'est du cube. Ça fait 36 fois 2 au cube. Du coup, je vais un peu plus vite, 2 au cube, c'est 8. 192 fois 4, plus 276 fois 2, moins 72. Alors 36 fois 8, oh j'ai pas envie de m'embêter, j'ai assez fait de bêtises comme ça. On va faire f' de 2. On va garder les choses intéressantes pour tout à l'heure. On vérifie que ça fait 0. Voilà, comme ça maintenant on a f de 2 qu'on pourra mettre dans le tableau. Donc f' de 2 vaut bien 0. Je vous laisse vérifier si vous le souhaitez. J'ai pas voulu m'embêter.
Ici j'ai 72 fois 4, donc il reste 2 fois 72. Puis là il y a une simplification avec un 72 restant au milieu. C'est pas très grave. On a un multiple de 9, 6 et 7, 13 et 2, 15. Donc un multiple de 3. Et là on a un multiple de 3. Donc ça se passe assez bien. J'ai pas envie de m'embêter avec ça maintenant. D'ailleurs on peut prendre la calculatrice. Hein. Le faire à la main c'est pas raisonnable. F de 2 égale 51. Là j'ai détaillé mais je vais arrêter de le faire. Je pense que ça va rendre le texte un peu long. Donc f' de 2 égale 0, f de 2 égale 51. C'est intéressant, donc on a une racine de f qu'on va pouvoir mettre. 2 est une valeur particulière. Je peux le mettre dans mon tableau tout de suite. Voilà. Il sera traité tout à l'heure, en particulier, ça va annuler la dérivée. Je vais le mettre d'ailleurs tout de suite aussi. C'est un 0 de la fonction dérivée. Pourquoi il me fait ça? Voilà, il va mettre un 0 barré normalement. Voilà. Alors ce que je connais pas c'est le signe avant ou après de la dérivée, ça il faudra l'étudier, mais au moins on sait qu'elle s'annule à ce niveau-là. Elle pourrait très bien être positive, s'annuler, et être positive à nouveau. Ce qui veut dire qu'on a une fonction qui est croissante, un plateau et une fonction qui est continue d'être croissante. Elle ne descend pas, quoi. C'est tout ce que ça pourrait nous apprendre. Donc pour l'instant on n'en sait rien. Alors, on peut vérifier que f de 3 égale 0 éventuellement, c'est une racine qui serait intéressante et on va le faire tout de suite. Je l'affirme et je le vérifie pas. Enfin, je le détaille pas. Hein. De même, x égale 3 semble racine et on a bien f' de 3 est racine. Ah oui, mon erreur était là en fait. Enfin, comme racine de f', je vais le préciser ici quand même. Semble aussi racine de f'. Et on a bien f' de 3 égale, alors là je détaille quand même l'entrée, mais 36 fois 3 au cube, ce qui complique un peu les choses. Hein, parce que c'est 27, moins 192 fois 3 au carré, plus 276 fois 3 moins 72 égale 0. Je vous laisse vérifier à la calculatrice. Voilà, c'est ici. Je vérifie que f' de 3 par GeoGebra égale 0. C'est la valeur qui est ici, c'est bien 0. Alors attention, GeoGebra calcule à 10 moins 15, peut-être que c'est un 0, etc. 10 puissance moins 16, j'en sais rien. Il faut se méfier. Donc il est quand même mieux de le vérifier à la main, bien sûr. Quoique vos calculatrices, elles vont afficher des 10 moins 99, quelque chose comme ça. Donc mais bon, ça reste pas exact si je le vérifie pas à la main. Je peux tomber sur des valeurs méchantes qui sont très proches de 0 sans l'être exactement. Donc et voilà. Et donc on va faire tout de suite. Et on a f de 3. Ça nous servira là aussi pour le tableau, égal. Je refais pas le détail de f de 2, je vais directement demander à GeoGebra f de 3 combien il vaut. 38. Voilà, on triche un peu, mais bon, on va pas tout mettre. Hein. C'est des détails. Je vous laisse vérifier. J'ai pris des valeurs intéressantes et simples. Donc on obtient une deuxième valeur intéressante dans notre tableau. On va rajouter 3, qui est un autre 0. Bon, ça devrait fonctionner. Ah, quelque chose qui marche du premier coup. Donc ma dérivée s'annule en 2 et en 3. Et puis je me demande si elle s'annule pas une deuxième fois entre 0,2 et 0,4. Mais là par contre c'est pas une valeur particulière qui a l'air simple. Il va falloir qu'on se débrouille autrement pour la trouver. Alors c'est là que je voulais intervenir sur cette correction. Comment on pourrait débloquer cette situation? Alors le fait qu'on ait trouvé que 2 et 3 sont racines, c'est pas anodin. Je vais le faire là. On sait donc que
f' de x f' de x se factorise. Donc f' de x va s'écrire, si 2 est racine, ça s'écrit donc x moins 2, x moins 3 pour que 3 soit racine. Par contre, je ne sais pas du tout quelle est la racine, la troisième racine éventuelle, donc c'est de la forme ax plus b pour le troisième facteur de f'. Puisque f' est un polynôme de degré 3, ici, il peut donc se factoriser en 3 monômes de degré 1 chacun. Je connais les deux premiers puisque j'ai déterminé par le calcul et vérification que 2 et 3 étaient racines. Donc quand x égale 2, ce facteur-là s'annule et donc f' s'annule. Quand x égale 3, c'est ce facteur-là qui s'annule, f' s'annule. Et donc je cherche quelle est la forme du troisième facteur. Il est forcément de degré 1 puisque x va donner un degré 3. Donc je sais que c'est sa forme basique. Je n'ai qu'à déterminer le petit a et le petit b. Et donc je vais développer ça et je vais identifier ça avec le f' que j'ai découvert ici tout simplement. Et donc je vais identifier ax plus b puisque a et b vont se diffuser dans les coefficients 36, 192, etc. Donc on va développer f'. On sait donc que f' est égal à ça, car x égale 2 et x égale 3 sont racines. Étant de degré 3, on a, je vais mettre ça à la place, on a donc, voilà. Donc la recherche maintenant va se faire sur le petit a et le petit b. Et en fait, par identification, on va découvrir a et b en identifiant avec cette structure-là. Et donc, on va en déduire la troisième racine, a priori fractionnaire. A priori. Donc c'est parti. Si on développe cette écriture, on obtient. Alors on va faire un alignement joli pour que ce soit plus propre. Et c'est parti, f' de x égale. Et je laisse le tableau toujours à la fin, on le remplira en dernier. Alors f' de x, c'est parti. Alors, on va faire les deux premiers l'un sur l'autre, ils sont faciles à faire. X fois x, ça fait x carré. X fois moins 3, ça fait moins 3x. Et moins 2 fois x, ça fait moins 2x. Donc moins 2x et moins 3x, ça fait moins 5x. Et moins 2 fois moins 3 va donner 6. En fait, on a vu ça dans les deux niveaux, je crois aussi. X moins 2 et x moins 3, quand je développe, ça fait x2 moins la somme des racines plus le produit des racines. x2 moins sx plus p. Donc là, j'ai comme racine 2 et 3, donc moins 2 plus 3, 5. Et là, plus 2 fois 3, 6. Bon, c'est une petite astuce pour aller plus vite. Sinon, vous développez double distributivité. Et ax plus b derrière, que je n'ai pas encore utilisé. Donc ça, c'est ma version développée de premier niveau. Et puis, je vais développer maintenant les deux l'un sur l'autre. Ici, j'ai 3 termes sur 2 termes. Donc, je vais développer ax sur tout le monde, puis b sur tout le monde. Ça sera plus simple. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. C'est plus simple de ce côté-là, je trouve. Allons-y. Ou alors, on fait les degrés décroissants, mais c'est un peu embêtant. Je préfère y aller comme ça. Alors, on y va. Ax sur x2, ça fait ax3. Ax sur moins 5x, ça fait moins 5ax2. Moins 5ax carré. Et enfin, ax sur 6, ça fait 6ax. Et je continue avec b. Plus b fois x2, bx2. B fois moins 5x moins 5bx. Et enfin, b fois 6 plus 6b. Ce qui nous donne un bel alignement des signes égales. Et pas des signes égaux. Un bel alignement des signes égales ici. Et puis maintenant, j'ai plus qu'à regrouper par degré. Alors les x3, j'en ai fatalement qu'un, c'est x2 fois x, donc il est seul dans son genre. ax3 va rester là, donc j'ai identifié en fait a tout de suite. Je remonte, c'est 36, voilà, tout simplement. Donc vous verrez qu'avec l'habitude, ce genre de choses se fait presque de tête et très vite. Ensuite, les x2, ils viennent de
du B qu'on a envoyé sur le x2 qui est là, mais il vient aussi du A avec son x quand on l'a envoyé sur le x, qui forme un x carré lui aussi. Donc c'est là qu'on a une diffusion et un mélange des coefficients. On a B moins 5A x2 plus B moins 5A x2. Les x aussi sont un mélange. Ils viennent à la fois d'ici et de là. On a moins 5B plus 6A, 6A moins 5BX, plus 6A moins 5B, X. Et enfin, la constante, elle vient uniquement de B, plus 6B. Donc, vous voyez que aux extrémités du polynôme, on a A qui joue son rôle en x3 uniquement, tout seul, et B qui joue son rôle, alors avec un coefficient, il faut s'en méfier. Donc, par identification, on va tout de suite avoir A et B. Par identification avec l'expression de f' de x. Allez, on va faire les choses proprement. J'ai pas, là, je suis en train de rédiger quelque chose d'un peu long du coup. C'est bien dans vos textes, et vous pouvez le faire à la main, de faire des petites références. Alors moi je le fais des fois avec des petits numéros ici. C'est un bon réflexe dans vos longues rédactions. Ici on a une expression de f' qui nous est très utile puisqu'elle a servi ici et là. Et je peux y faire référence. C'est intéressant de faire des références dans des textes comme ça, même une page. Donc je vais donner un numéro à ça. Alors avec la tech ici je m'embête pas, les numéros sont automatiques, mais pensez à le faire vous-même pour faire référence à des éléments de votre rédaction quand elle est au moins d'une taille d'une page et qu'il y a plusieurs éléments importants. Ici j'ai un paquet d'étapes que je vais étudier et le calcul de la dérivée est une étape importante. Ces deux-là peuvent ne pas être faites. Celle-ci elle est très souvent importante. Alors je vais donc numéroter. Je parle beaucoup mais j'avance pas. Ici, c'est là. Je vais pas l'enfermer dans ces... Ici je vais faire une équation. Et je vais le remettre là. Ce qui fait que ça va le numéroter. Automatiquement il prend un numéro ici quand je l'appelle comme ça. Et donc je vais mettre un label. C'est une étiquette en quelque sorte. Je vais mettre dérive. Surtout pas mettre d'accent, que ce soit en programmation ou ici c'est du latex mais c'est un peu pareil. Et donc ici, quand je veux faire référence à ça, par identification avec l'expression, donc entre parenthèses, je vais faire ma référence. Référence à dérive. Et vous voyez que ça va mettre automatiquement le numéro dans ma phrase. Il y a un point d'interrogation normalement. Voilà. Et quand je fais un deuxième passage, il va référencer mon truc. Du coup, j'ai pas besoin de m'occuper du numéro et quand je clique, hop, il m'amène directement dans le lien. D'ailleurs, vous-même, vous pourrez cliquer sur ces numéros dans le PDF, ça crée des liens à l'intérieur du document. C'est extrêmement utile. C'est un ancrage. Donc on appelle ça une balise encre dans le HTML. C'est l'équivalent des liens hypertextes. Donc par identification avec l'expression 1, on obtient... Je vais y arriver. Je refais du vilain. Donc A égale 36 directement. Vous voyez AX3 c'est 36X3, donc c'est A égale 36. Je vais mettre du texte et 6B égale moins 72. Donc c'est une petite équation à résoudre, on devrait y arriver, mais ça pose problème malgré tout parce que c'est une valeur négative, il y a un petit calcul intermédiaire quand même. Je regrette de l'avoir fait comme ça, mais c'est pas grave. Donc B égale moins, on va pas faire de mystère, hein, moins 9. Non, je raconte n'importe quoi, moins 12, si, on va faire du mystère. Moins 12, moins 72 sixième, moins 12. Ce qui signifie donc qu'on a maintenant notre expression complète de AX plus B. Du coup, d'où la troisième racine.
Est-ce qu'on va le faire comme ça? On va la noter... J'ai pas donné de nom aux racines. 2 et 3 directement. Donc d'où la troisième racine. Solution, virgule. Solution de ax plus b égale 0. Soit, et on y va à nouveau. Donc on a dit a qui valait 6. Non, 36. X moins 12 égale 0. Et on va faire un truc joli là aussi aligné. Voilà. On a trouvé la forme de ax plus b qui nous manquait. Et par identification, on va découvrir que c'est une valeur fractionnaire comme on s'y attendait bien sûr. On a un petit alignement joli. Hop. 36x égale 12. Je passe 12 dans l'autre membre. Pourquoi il me fait ça? Voilà. 36x égale 12 et je divise par 36. Donc x égale 12 36e. Et on identifie là-dedans un tiers par réduction. Égale, je le mets directement à 1 tiers. Donc on a trouvé notre troisième racine à mettre dans notre tableau. Égale. On sait donc que on a finalement nos 3 racines. On est de degré 3 pour f', donc il ne peut pas avoir plus de 3 racines. On a appris en 1G en particulier que tous les polynômes n'étaient pas réductibles comme on vient de le faire, c'est-à-dire que parfois il n'y a pas de racines, il faut les chercher dans les nombres complexes. Alors ça, les 1 des 3 connaissent, hein, les nombres complexes. Donc il se peut qu'un polynôme ne puisse pas être réductible. Ici c'est le cas, mais c'est pas obligatoire. Non, je vais aller à la ligne, j'aime pas ça. Ça coûte rien et c'est plus joli. X égale. Voilà, donc on a x égale 1 tiers qui est notre troisième valeur. Donc je vais pouvoir la mettre dans mon tableau de variation et puis je vais mettre ça sur une nouvelle page. Puisque le tableau de variation, c'est ce qui va nous intéresser en particulier. Donc ici j'ai... Il faut peut-être que je mette des balises pour faire plus joli aussi. Un tiers. Et donc j'ai un 0 supplémentaire. Voilà, donc on est parti pour le tableau maintenant avec nos 3 racines, 1 tiers, 2 et 3. Alors, comme ce sont maintenant des monômes parfaitement identifiés de coefficient 1, coefficient 1 et coefficient positif ici, ce sont à chaque fois 3 fonctions croissantes. Alors je vais les mettre dans mon tableau de signes, on va faire les choses proprement. Donc on a x-2, x-3 et 6x 36x moins 12, je vais le mettre là. Donc allons-y pour les lignes. Donc on a x moins 2. X moins 3. Et je vais mettre l'autre en premier. 6x moins 12. 36x moins 12. Voilà, j'ai mes 3 lignes. Alors voilà à quoi ressemble mon tableau de signes. Il y a ici la place pour chacun des facteurs du produit qui constitue f'. Je ferai un bilan du signe de f', donc tout ça c'est ce qu'on considère comme un tableau de signes. Et dans la foulée, je vais en déduire les variations de f, donc on appelle ça un tableau de variation. Habituellement, on n'est pas obligé de détailler, on peut séparer le tableau de signes qui donne f' d'une part et le tableau de la variation d'autre part. Moi j'aime bien mettre tout en même temps. Dans ce cas-là, généralement je mets une double barre de couleur ou enfin une grande barre de couleur ou une double barre pour bien marquer la différence avec f qui est vraiment la variation. Bon, c'est pas grave, on va faire comme ça ici, c'est pas gênant. Alors qu'est-ce que j'ai fait ici? Alors je vais devoir virer mes zéros. Ces zéros là concernent uniquement la ligne du fond. Donc j'ai une... je suis désolé, il faut que j'écrive un peu de code. Mais c'est tellement pratique le LaTeX. Je vous invite à vous intéresser à ce langage
qui permet d'écrire des belles équations. C'est avec ça que j'écris mes cours et c'est relativement propre. Bah bon, c'est ce que je trouve. C'est peut-être écrit un peu petit, mais ça je peux le gérer ici. C'est écrit plus gros maintenant, vous voyez. Et ça gère comme ça tout le document, donc c'est quand même bien pratique, j'ai pas besoin de m'occuper des détails. Je dis globalement à mon document comment se présenter. Je peux même me mettre au format paysage en un coup, enfin bref. C'est un tout petit peu mieux que les traitements de texte classiques, surtout que pour les mathématiques, on a accès à des écritures qui ressemblent à ce qu'on écrit naturellement nous-mêmes, les racines, les choses comme ça sont très bien écrites. Et puis là, les tableaux de signes se font tout seuls, vous allez voir, c'est vraiment un bonheur. Je peux même les programmer en Python. Je m'y étais amusé, je crois, il n'y a pas longtemps. Alors, ici, 36x-12, lui, il va s'annuler en 1 tiers. Donc il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et il a un 0 ici. 1, 2, 3. Si j'ai bien calculé. Lui, il va s'annuler pour 1 tiers. x-2, il s'annule pour 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Donc lui, il va s'annuler là, normalement. Après la 4e virgule. Et enfin, x-3, lui, il va s'annuler pour 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, il s'annule. Bon, en plus, ça fait cogiter un peu. C'est comme un entraînement cérébral quotidien. Voilà. Donc chaque facteur va s'annuler en fonction de sa propre racine. 36x-12 va annuler la parenthèse dans l'expression qui est là. Ouais, enfin bref, dans l'expression qui est là pour ax plus b, 36x-12, oui. Donc il annule le produit, mais il s'annule lui-même, donc il annule le produit. x-2 va s'annuler pour 2, et donc tout le produit, et x-3 pour 3, et donc tout le produit. Donc c'est pour ça qu'on a un tiers qui est 0 pour une racine, si vous préférez, pour 36x-12, et il le transmet à f' par produit. x-2 s'annule en 2, et il le transmet à f' par produit, et puis x-3 pareil. Donc f', voilà pourquoi il s'annule en chacun des 3 points. Maintenant la question des signes. 36x-12, si je le considère comme une fonction affine, son coefficient 36 c'est la pente de la droite, c'est le coefficient de la fonction affine, il est positif, donc elle est croissante cette fonction. D'ailleurs si je dérive 36x-12, je pourrais faire une étude de signe rapide, son coefficient, sa dérivée c'est 36, positif, croissante, donc négatif puis positif. Alors ça, je disais que c'était un vrai bonheur parce que c'est ici que ça devient intéressant. Plus, 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 moins, plus, plus, plus. Ouais, c'est ça. Je peux remplir mes tableaux de signes très facilement maintenant. Je suis négatif, puis positif tout le temps. Et c'est pareil pour le x-2. Il est négatif avant de s'annuler, et puis positif. Donc moins, moins, plus, plus. Et le dernier, il est négatif jusqu'à s'annuler en 3, puis positif. Donc lui aussi, moins, 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 et plus. Maintenant, on va s'intéresser au produit f' de ces 3 facteurs-là. On a 3 facteurs négatifs, donc x' est négatif. Ici, on a plus, moins, moins, donc ça donne un produit de 2 négatifs qui donne un positif. Ici, j'ai plus, plus, moins, donc j'ai un facteur négatif qui va rester. Et enfin, plus, 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 tout est positif. Voici donc mon produit f'. Et j'en déduis dans la foulée que f, lui, est décroissant, croissant, décroissant, croissant. Alors, il faut que je me rappelle de ça. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Donc je dois avoir 3 virgules. Et je dois avoir... Alors ça se passe différemment. 2, 3, 4, 5. Non, il y en a 5, donc 4 virgules. Et en fait, je lui dis oui, je dois lui dire pour programmer où aller. Il part d'en haut pour aller en bas, pour lui dire décroissant. Donc c'est plus, moins, plus, moins, plus. Est-ce que j'ai bon? Du premier coup, ce serait formidable. C'est ça. Décroissant, croissant, décroissant, croissant. Alors je reviens à ma bêtise de tout à l'heure, mais qui va me servir ici.
Vous vous rappelez, j'ai calculé f de 2 qui valait 51, ben c'est l'occasion de le mettre. F de 2 qui vaut 51, on le met dans le tableau de variation éventuellement, ici, donc entre plus, c'est là. Je vais lui dire que tu vaux à cet endroit-là 51. Voilà. Alors je préfère le mettre entre balises $ pour qu'il soit considéré comme un nombre. Normalement l'écriture est pas tout à fait la même. Ça change strictement rien. C'est pas grave, il est vert comme ça. F de 3 on l'a calculé tout à l'heure aussi. 38, donc je vais le mettre là. Voilà. Alors ici, on n'est pas censé le mettre encore, mais vous avez compris qu'on est croissant indéfiniment. Il n'y a pas de maximum, donc il n'y a pas de limite atteinte. Ça, on l'indique, vous verrez ça plus tard, on va pas en parler trop, mais on mettrait un plus l'infini ici, puisque ça augmente indéfiniment sans s'arrêter, sans limite supérieure. On devrait mettre plus l'infini en tant que limite. Et là, pareil de ce côté. Par contre, on peut enfin s'intéresser à celle-ci, le fameux minimum. Maintenant, on sait qu'il va être situé en 1 tiers. On n'a plus qu'à calculer f de 1 tiers. Alors, je vous l'épargne. On va pas envoyer une fraction à la puissance 4 là-dedans. J'ai pas du tout envie. Ça m'amuse pas. Je vais le faire juste après le tableau. On peut remarquer que f de 1 tiers, je vais mettre une parenthèse, une grande parenthèse, f de 1 tiers égale, alors c'est de plus en plus long à charger, parce que j'ai mon tableau qui se dessine à chaque fois que je l'appelle ce document, je compile, f de 1 tiers égale, donc on va l'envoyer, hein, je vais pas le faire à la main. Par contre, si je demande à GeoGebra, on va lui demander, mais j'ai peur qu'il ne traite que les fractions sous forme décimale et je suis pas fan de ça, 0,07. Donc on va demander à Wolfram alpha. Et comme on n'est pas des moitiés d'idiots, alors Wolfram comprend le LaTeX, ça c'est intéressant. Je peux lui donner des expressions LaTeX ou des expressions comme celle-ci. Je vais quand même lui redonner sous forme LaTeX. Ce qui veut dire qu'en fait, je peux écrire du LaTeX, faire appel à Wolfram pour faire les calculs à ma place et on peut automatiser plein de choses. Ok, donc là c'est l'expression de f. Et je vais dire pour x égale 1 tiers. Vous voyez, donc je peux lui parler, c'est une espèce de moteur de recherche, hein, je vous l'avais dit, qui va faire des calculs et bon, il va traduire fort par where. Il faut que j'apprenne à parler avec Wolfram aussi. Where x égale 1 tiers, c'est-à-dire calcule ça pour à l'endroit où, l'anglais est assez pratique, hein, à l'endroit où x égale 1 tiers. Il l'évalue à 2/27e. On trouve 3 puissance 3, ce qui n'est pas une surprise. Il y a une simplification avec le 9 qui est là. Il n'y en a pas ailleurs parce qu'il n'y a pas de multiple de 3 ici. Il y en a un là, mais la simplification n'intervient pas parce qu'il y a plus de puissance 3 dans 72 que dans x. Il y en a au dénominateur, bref, peu importe. 2/27e. 2/27e, valeur décimale à 0,074, vous voyez, et lui il me dit 0,07 au centième, donc c'était pas terrible. On préfère quand même 2/27e sous forme exacte, et vous apprécierez Wolfram comme c'est bien fait. Avec la courbe qu'on a nous-mêmes, vous voyez, sauf qu'avec GeoGebra j'ai changé les échelles, et lui il a vraiment changé les échelles de manière un peu exagérée, ce qui fait que j'observe moins ces petites variations là. 2/27e, je vais le mettre dans mon document. Et je vais pouvoir le mettre dans mon tableau. Ici, je crois. Voilà, j'ai fait mon étude de signes. Et donc je peux revenir à ce qui m'intéressait au début. 2/27e est positif. Je peux le mettre ça. Ici. 2/27e est positif, ce qui veut dire que mon minimum local sur cet intervalle, sur un intervalle autour de 1 tiers, c'est 2/27e, il est positif, et en fait c'est même un minimum, je dis maximum je crois, c'est un minimum local, c'est même un minimum global, puisqu'en fait la fonction est décroissante, puis croissante, décroissante, puis croissante. Le deuxième minimum local est à 38, c'est donc un minimum global. Toute la fonction f ne descendra jamais en dessous de 2/27e,
et en particulier sera toujours positive grâce à cet extrémum là. Il y a un maximum local à 51, mais ici le tableau ne nous l'apprend pas si je mets pas les plus l'infini qui sont là et là. Par contre l'affichage graphique nous montre qu'il est largement dépassé sans aller trop loin de 2. Et donc maintenant il est temps d'aller zoomer sur cette fonction pour aller voir qu'effectivement il y a un petit écart en faveur de la fonction, en bleu. Et donc ici cet écart il est évalué à 0,007. Alors j'avais fait un petit travail pour vous, je dézoome, vous voyez, donc comme l'affichage n'est pas terrible au départ, donc j'ai dû étendre un peu trop. Non, j'ai étendu un peu trop. Et je vais ramener l'axe désordonné aussi pour avoir mes variations dans un intervalle raisonnable. Voilà. Donc vous voyez que je ne respecte pas les échelles, 0,2 pour 5, une graduation pour 1. Je suis bien dans un repère orthogonal avec cette représentation là, mais il n'est pas normé. Normé c'est là. 1 pour 1, ça c'est orthonormé, mais on n'y voit rien là. Là je suis dans un repère orthogonal et malheureusement on a parfois plutôt intérêt à garder les axes perpendiculaires, c'est quand même mieux, mais normer c'est pas obligatoire. Loin de là. Et pour l'instant vous avez été épargné souvent dans les exercices avec des repères bien gentils, mais vous voyez qu'ici on n'avait pas intérêt à rester normé. Je voulais expliquer une dernière chose, oui, et je terminerai là-dessus parce que j'ai été un peu long, j'ai peur. J'ai mis donc en orange, je vais vous mettre quand même les points A, B, C qui sont les racines. A, B et C sont les racines de la dérivée. Donc vous avez vu 2 et 3 qu'on a vérifié par le calcul. Et ici on a en fait un tiers, 0,33 environ. Et j'ai mis leurs images par F, à ces abscisses là. Puisqu'en fait, quand la dérivée s'annule, ça correspond à un extrémum pour la fonction. Quand la dérivée s'annule en 2, j'ai un maximum local. Elle s'annule en 3, minimum local. Elle s'annule en 1 tiers, minimum local. Et puis je vous ai rajouté des petits segments pour faire joli, pour indiquer ça. Alors là, ce qui m'intéresse, c'est qu'on observe une dernière chose avant de se quitter. C'est en orange, dans le même graphique, j'ai à la fois la dérivée et en bleu la fonction elle-même. Ce qui est extrêmement important à comprendre, et je vous demande d'y réfléchir très fort, c'est la dérivée, son signe nous indique les variations de la fonction. C'est-à-dire que dans le même graphique, je vais regarder, par exemple autour de A, la fonction à orange, la dérivée, elle passe d'une partie positive à une partie négative. Eh bien, elle indique en même temps, si je vais voir au niveau de la fonction f, quelle est donc avant A, avant l'abscisse de A. Donc avant A', elle est croissante, puis décroissante. Donc positif puis négatif indique croissante, puis décroissante. Et ça c'est compliqué au début à comprendre et à analyser, mais c'est vraiment très important. Vous avez donc la dérivée et la fonction. Pour une, je regarde sa position par rapport à l'axe des abscisses, au-dessus, en dessous. Pour l'autre, je regarde ses variations. Donc croissante, décroissante. Regardez ici par exemple, la dérivée est négative puis positive, donc la fonction est décroissante puis croissante. Et enfin, négatif, positif, décroissante, croissante. C'est très important d'avoir les deux sous les yeux. Du coup, on comprend l'intérêt des racines d'un polynôme ici. Alors il était de degré 3, j'ai compliqué un peu les choses, mais on s'en est sorti. Imaginez une fonction dérivée de degré 2, vous savez calculer ses racines, elle en aurait éventuellement 2. Et donc la fonction de degré 3, elle aurait éventuellement jusqu'à 3 variations. Voilà, bah écoutez, j'arrête là, et puis je vous souhaite pas une bonne fin de semaine, puisque je vous retrouve demain avec la correction des exercices du jour.